Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Les enquêtes de la Cour pénale internationale se poursuivent sur les crimes commis en Libye. La procureure générale de l'instance, Fatou Bensouda, a d'ailleurs salué l'implication du gouvernement d'union nationale. L'avocate gambienne a néanmoins souligné un manque de coopération de la part de certains États. Le Burkina Faso entend développer davantage ses projets agricoles, une mesure qui s'inscrit dans le programme d'options stratégiques qui s'étend jusqu'à 2024, un plan qui vise notamment à garantir un développement durable rural. Et enfin, quelle perspective pour les économies africaines? La Banque mondiale annonce une baisse de 14% des transferts de fonds des migrants vers leur pays d'origine. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, un nouveau drame survenu au large des côtes de la Libye. 2 bateaux ont fait naufrage dans la nuit de jeudi à vendredi 13 novembre. Le premier a coûté la vie à 74 migrants, rapporte l'Organisation internationale pour les migrations. Le suivant, qui s'est produit peu de temps après, a fait 20 morts, indique Médecins sans frontières. Si au total 50 personnes ont été secourues, ce nouveau naufrage fait écho à d'autres drames. L'OIM rappelle que depuis le début de l'année, 900 personnes se sont noyées en mer Méditerranée. Elles tentaient de rejoindre les côtes de l'Europe, des migrations contraintes par des conditions de vie précaires et une situation politique instable en Libye. La Libye, qui a par ailleurs été au centre des discussions au Conseil de sécurité de l'ONU. Durant cette réunion organisée par visioconférence, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a salué le gouvernement d'union nationale pour son assistance dans les enquêtes que son bureau a pu mener dans le pays. Des enquêtes qui ont notamment permis de révéler la découverte de fosses communes à Tarhouna. Fatou Bensouda a néanmoins signalé un manque de coopération de la part de certains États. Gladys Momba et Gradiela Chakounté. La Libye reste une priorité majeure pour le bureau de la CPI en dépit de la pandémie de Covid-19. La procureure de la Cour pénale internationale l'a certifié le 10 novembre lors de la présentation par visioconférence de son 20e rapport semestriel sur la situation libyenne devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Fatou Bensouda a insisté sur la nécessité d'arrêter et de juger les auteurs présumés de crimes graves, indépendamment de l'accord de cessez-le-feu entre les parties libyennes, signé à Genève le 23 octobre 2020, qu'elle a par ailleurs salué. Les victimes d'atrocités criminelles en Libye doivent être rassurées que nonobstant tout cessez-le-feu ou accord futur, les personnes présumées responsables de crimes graves relevant de la compétence de la Cour pénale internationale seront rapidement arrêtées et remises à la Cour pour faire face à des crimes. Les enquêtes menées par la CPI ont considérablement progressé ces derniers mois, avec la découverte de fosses communes à Tarhouna et au sud de Tripoli. Plus d'une centaine de corps ont été retrouvés, des victimes aux yeux bandés et aux mains liées. Les principaux auteurs et commanditaires de ces faits seraient identifiés, mais toujours en liberté suite au manque de coopération de certains États dans l'exécution des mandats d'arrêt émis par la CPI. La non-exécution des mandats d'arrêt est le principal obstacle à nos capacités collectives de redonner espoir aux populations et aux victimes de crimes en Libye. J'exhorte ce Conseil et les États membres à prendre des mesures efficaces et concrètes pour garantir que des refuges sûrs ne soient pas fournis aux fugitifs qui font face à de graves accusations pénales devant la Cour pénale internationale. L'inaction à cet égard permet aux crimes odieux qui auraient été commis dans des endroits comme Tarhouna de se poursuivre. Il y a une responsabilité collective de s'assurer que les mandats d'arrêt de la CPI sont dûment exécutés. La Libye n'est pas un État parti au statut de Rome, mais en 2011, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé à l'unanimité de déférer à la CPI la situation en Libye. C'est dans ce contexte que des mandats d'arrêt ont été émis contre Saïf al-Islam Kadhafi et Mahmoud Mustafa Boussaïf al-Warfali.
L'actualité, c'est aussi une attaque perpétrée dans le nord du Burkina Faso. Une offensive survenue ce mercredi 11 novembre, à quelques jours du scrutin présidentiel et législatif prévu le 22 novembre prochain. Le bilan provisoire fait état de 14 morts. Face à ce drame, plusieurs candidats ont décidé d'interrompre leur campagne électorale pendant quelques jours. C'est le cas notamment du président Roch Marc Christian Kaboré, qui a décidé de suspendre sa campagne pendant 48 heures. Si dans l'immédiat l'attaque n'a pas été revendiquée, le chef de l'État évoque sur les réseaux sociaux une pensée pour toutes les victimes du terrorisme. Et parallèlement, le Burkina Faso réfléchit à développer davantage ses programmes agricoles, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme d'options stratégiques entamé en 2019 et qui se poursuit jusqu'à 2024. Parmi les grandes lignes directrices de ce programme, le développement rural durable ou encore la réduction de la pauvreté, un processus qui semble impératif. Rappelons qu'au Burkina Faso, le secteur agricole représente 80% de la population active et environ 35% du PIB. Les précisions d'Ameneji. À quelques jours de la présidentielle 2020 au Burkina Faso, les programmes de développement sont multiples. Devant être axés sur les perspectives durables, l'économie burkinabé dépend largement de l'agriculture qui emploie près de 80% de la population active d'après la Banque mondiale. Le coton est la principale culture de rente et les exportations d'or ont gagné en importance ces dernières années. Vous savez que notre facture alimentaire est assez forte, notamment la dépendance par rapport aux produits importés. Nous pensons que le potentiel agricole de notre pays permet effectivement de combler ces gaps pour autant que les politiques à mettre en œuvre prennent en compte la nécessaire obligation de créer les conditions de transformation de ces produits pour s'adapter aux conditions, au système alimentaire urbain qui tire ces changements vers des nouvelles façons de consommer. Par ailleurs, les prêts du Fonds international de développement agricole contribuent à construire des institutions inclusives et durables, reposant sur des investissements et des politiques favorables aux plus démunis, ainsi que des initiatives appropriées en matière d'innovation. Notamment tout ce qui est système d'approvisionnement en même temps pour les producteurs des semences, les engrais, tout ce qui est conditions de fourniture, de formation, d'encadrement du monde agricole puisse se renforcer. C'est par là que nous pouvons effectivement améliorer donc les rendements agricoles et la productivité. La question du financement du secteur agricole et en tant que service au monde rural est extrêmement important parce que si vous voulez que les producteurs puissent avoir accès aux engrais, aux semences et au matériel moderne, il faut que les systèmes financiers adressés au secteur agricole puissent être accessibles aux producteurs. Le secteur agricole burkinabé va vers le renforcement et la diversification des moyens de subsistance, surtout en milieu rural, grâce au développement inclusif du secteur privé au niveau local, visant à assurer un accès équitable et la réduction de la pauvreté. En Centrafrique, les autorités de Bangassou ont inauguré un pont métallique. L'infrastructure destinée à désenclaver la localité permettra également à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique d'assurer la protection des citoyens hantés par le massacre de Bangassou le 13 mai 2017. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Une infrastructure qui suscite un vif enthousiasme. En Centrafrique, ils étaient nombreux à venir applaudir l'inauguration du nouveau pont métallique situé à 24 km de Bangassou. Bâti par les officiers pakistanais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, le pont est un atout essentiel pour Bangassou. Il permettra non seulement à la localité de se désenclaver, mais aussi de développer des opportunités commerciales avec ses voisins. Ce pont de Yogofongo, qui était un passage très critique pour la population depuis très longtemps, aujourd'hui devient une réalité parce que le pont est effectivement là. Nous venons de le visiter et nous voyons aussi l'enthousiasme de la population de cette localité. Autre enjeu majeur de ce pont, il permet à la MINUSCA de poursuivre ses patrouilles et ainsi assurer la protection des citoyens. Une mesure devenue impérative pour les civils hantés par le massacre de Bangassou. L'attaque perpétrée le 13 mai 2017 avait tué des dizaines de musulmans. À l'approche des élections présidentielles et législatives prévues le 27 décembre prochain, les autorités locales rappellent également
que cette infrastructure est nécessaire au bon déroulement de la campagne électorale. Vous conviendrez avec moi que la route reste et demeure un facteur très influent dans le développement d'un pays. Et surtout que bientôt, nous commencerons à recevoir dans nos murs les différents candidats aux élections présidentielles et législatives qui vont sillonner nos villages, nos communes pour leur campagne. Il y a lieu ici de dire une fois merci et de pérenniser cette collaboration. Ce nouveau pont métallique s'inscrit dans le cadre d'un projet routier sur le long terme. Les autorités locales espèrent en effet améliorer la circulation entre Bangassou, Rafai et Zemio. Les transferts de fonds des migrants vers leur pays d'origine devraient chuter de 14% d'ici 2021. Une annonce faite par la Banque mondiale dans une note d'information sur les migrations et le développement. Cette baisse, essentiellement due à la pandémie de coronavirus, pose problème pour certaines économies africaines. C'est notamment le cas du Mali, puisque ces transferts de fonds représentent environ 6,7% du PIB. Aménéji. Les envois de fonds des travailleurs migrants devraient baisser de 14% d'ici 2021. Cette chute est imputable à la faiblesse de la croissance économique, à l'insuffisance des niveaux d'emploi dans les pays d'accueil des migrants, à la baisse des coûts du pétrole et à la dépréciation des monnaies des pays d'origine des transferts d'argent par rapport au dollar. Beaucoup de migrants ont perdu leurs emplois et beaucoup de migrants ont perdu leur pouvoir d'achat. Et à cela, il faudrait ajouter la baisse du niveau de voyage, ce qui fait qu'il y a eu moins de voyageurs ces derniers temps du fait des restrictions dues au coronavirus. Toute la conjonction de tous ces aspects a baissé le niveau de transfert qui va encore continuer à baisser du fait d'un coronavirus qui est rampant et galopant. Ces transferts vers les pays à revenus faibles intermédiaires devraient connaître un repli de 508 milliards de dollars en 2020, suivi d'un nouvel effondrement en 2021 à 470 milliards de dollars. À noter que l'Afrique subsaharienne est la région avec les coûts de transfert les plus élevés, soit un tarif moyen de 8,5% pour l'envoi de 200 dollars vers l'Afrique. Cette baisse entraîne des problèmes économiques dans les pays à forte dépendance de l'argent de la diaspora. On va prendre des pays comme le Mali, où les populations attendent beaucoup de transferts d'argent de la diaspora. On va prendre des pays comme les Comores, où plus de 20% du PIB des Comores dépend des transferts de la diaspora. Et les économies vont donc connaître un grand coup de ce fait-là. Et le niveau de vie des populations qui dépendaient de ces transferts va certainement être altéré. Selon la Banque mondiale, le nombre de migrants internationaux devrait diminuer pour la première fois en 2021. Ceci en raison du ralentissement des nouveaux départs et de l'augmentation des retours vers les pays d'origine. La situation du Tigré s'embrase en Éthiopie. Les combats entre les troupes fédérales et les autorités du Tigré ont conduit au déplacement de milliers de personnes qui ont trouvé refuge au Soudan. L'origine de cette situation, le lancement d'une opération militaire le 4 novembre dernier par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Et pour cause, le chef du gouvernement avait accusé les forces tigréennes d'avoir attaqué les bases de l'armée fédérale sur leur territoire. L'analyse de Gladys Mwamba. En 48 heures, des milliers d'Éthiopiens ont afflué vers le Soudan voisin. Tous fuient les combats qui sévissent depuis le 4 novembre 2020 dans la région dissidente du Tigré. Ces affrontements opposent l'armée fédérale éthiopienne au Front de libération du peuple du Tigré. À ce jour, le nombre d'Éthiopiens ayant pénétré au Soudan se monte à 11 000. Les réfugiés continuent d'affluer. La situation change d'heure en heure. Les déplacés descendent la rivière qui sépare la région de Kassala à celle de Guédaref, deux régions orientales du Soudan. Une situation qui oblige les autorités locales à chercher des solutions d'accueil. Le HCR nous dit qu'il travaille avec les autorités soudanaises pour aider plus de 7000 réfugiés qui ont fui l'Éthiopie au cours des 2 derniers jours. Évidemment, à la suite des affrontements dans la région de Tigré, le HCR et les autorités locales contrôlent et enregistrent les personnes qui arrivent au Soudan. On s'attend à ce que davantage de réfugiés d'Éthiopie arrivent dans les pays voisins. Les collègues du HCR intensifient leurs préparatifs de secours d'urgence et travaillent avec les gouvernements et les partenaires.
La Commission soudanaise pour les réfugiés craint l'affluence de près de 200 000 Éthiopiens vers l'est du Soudan. Si le conflit s'intensifie, l'Union africaine a réclamé le 10 novembre la fin des hostilités dans la région du Tigré, où le bilan ne cesse de se dégrader. Des centaines de personnes ont perdu la vie et des milliers d'autres ont fui. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.